Bien, bonjour à tous pour ceux qui sont ponctuels et déjà connectés. On va se donner 2 petites minutes pour les retardataires et puis donc j'attaquerai précisément à 10h02. Et la vidéo, j'avais envoyé une vidéo en fait test de publi-postage, mais c'est pas difficile. Ok. Non, mais c'est juste par un mail où on Ouais, leur c'est explique ça. rappeler le fonctionnement des publi-postages. Non, c'est pas du tout pour rappeler le fonctionnement. En fait, si tu veux, il y a une vidéo en fait qui montre. Bien, écoutez, il est 10h02, 80% à peu près des inscrits sont maintenant connectés. Donc bonjour à tous et merci pour votre disponibilité. Et bienvenue sur ce premier webinaire Compan interactif. Vous êtes nombreux à vous être connectés d'un peu partout en France, également de la Réunion, et on a des amis belges de Wallonie qui sont également présents. Ce séminaire a pour vocation à être interactif, comme je vous le disais, car vous avez la possibilité, en bas à droite de votre écran, de poser des questions, de mettre des commentaires. Et au terme de cette présentation qui va durer approximativement 25-30 minutes, j'ai prévu 10 à 15 minutes pour répondre à vos questions, à vos commentaires, à vos interrogations. Et si d'aventure, je ne pouvais pas répondre à l'ensemble des questions qui me seraient posées aujourd'hui, je le ferai très rapidement par mail ou par téléphone. Et je m'engage à ce que chacun de vos commentaires ou de vos questions soit suivi d'une réponse de notre part. Bien, je vais maintenant partager mon écran et commencer la présentation. Et donc, le sujet du webinaire d'aujourd'hui, c'est comment concevoir une aire de jeu idéale. Et la réponse en 10 points clés, la réflexion qu'on vous encourage à avoir en amont de la réalisation d'une aire de jeu. Et avant de rentrer dans le comment, je trouve important de vous expliquer aussi le pourquoi. Pourquoi finalement c'est important de concevoir une aire de jeu idéale, une aire de jeu optimale qui réponde parfaitement à vos besoins. Premier point, une aire de jeu, ça représente un investissement significatif. Que vous soyez une collectivité ou un organisme privé, voire même un bureau d'études ou un architecte, ça demande un investissement tant en termes budgétaires qu'en investissement en temps, et il convient d'éviter de se tromper et d'avoir un minimum de réflexion avant de passer à la réalisation d'une aire de jeu. Le deuxième point, c'est qu'une aire de jeu, ça s'inscrit dans un temps long. Surtout si on a une aire de jeu de bonne facture, elle va rester visible longtemps, de façon durable et permanente, et ça mérite également en amont d'avoir un minimum de réflexion et d'aborder les différents points qu'on va voir pour que l'aire de jeu corresponde parfaitement à vos besoins. Et troisième point, et non des moindres, une aire de jeu, ça s'adresse à des utilisateurs que sont les enfants et qui sont des utilisateurs exigeants, qui ne trichent pas. Et il n'y a rien de plus triste, qui nous rend plus triste chez Compan, c'est de voir une aire de jeu qui n'est pas utilisée. Donc maintenant qu'on a vu le pourquoi, on va voir le comment et les 10 points de réflexion à aborder avant de mettre en place une aire de jeu. La transition sur les utilisateurs étant toute faite, puisque c'est le premier thème
qu'on souhaite aborder avec vous, en tout cas le premier point à développer. La question à se poser, c'est à qui je m'adresse? À qui cette aire de jeu va-t-elle être destinée? Les enfants, en fonction de leur âge, n'ont pas tous les mêmes besoins pour s'épanouir. On en a conscience. Alors, quelquefois, la réponse est relativement simple. On va aménager une cour d'école maternelle ou une crèche. Donc là, on a une bonne idée de la tranche d'âge des utilisateurs. Mais d'autres fois, c'est un peu plus large. Et au terme d'études et de recherches au sein de l'Institut du jeu compant et avec des échanges avec des professionnels de la petite enfance, on a déterminé 4 grandes catégories d'âge qui nécessitent une attention toute particulière. Alors, il est bien évident qu'en 25-30 minutes, je ne vais pas pouvoir développer chacun des 10 points qu'on va voir aujourd'hui et que chacun d'entre eux mériterait un webinaire tout particulier. D'ailleurs, n'hésitez pas dans vos commentaires à nous faire part des suggestions sur le prochain webinaire que vous souhaiteriez qu'on développe. Là, l'idée, c'est de vous présenter les 10 points qu'il faut bien avoir en tête et ensuite, on les développera au travers d'autres webinaires ou, si c'est plus urgent, moi-même et mes collègues, on se tient à votre disposition pour y répondre, soit par mail, soit par téléphone, soit même lors d'un rendez-vous physique. Donc, le premier point à bien avoir en tête dans sa première réflexion sur la mise en place d'une aire de jeu, c'est à qui je m'adresse, à qui cette aire de jeu va-t-elle être destinée. Le deuxième point, c'est l'espace. Quelle est la place dont je dispose ou quelle est la place que je souhaite être destinée à la mise en place d'une aire de jeu. Il faut savoir que chaque jeu est unique et chaque jeu a une zone de sécurité qui est déterminée par la hauteur de chute et par des équations assez savantes qu'on retrouve dans la norme EN 1176. Tout ça pour dire que dans la réflexion, il est important d'avoir bien conscience et d'avoir les outils adéquats pour mesurer l'espace dont on dispose et les outils pour mettre en place de façon à l'aide d'un plan, en tout cas en 2D, voire même en 3D pour se rendre compte de la disposition et de ce que ça va apporter ensuite dans l'espace. Ça, c'est important puisque ça évite de vraiment se retrouver dans une impasse et de se rendre compte a posteriori que l'aire de jeu ne convient pas ou que l'espace disponible n'est pas suffisant. Donc, le deuxième point, l'espace. Le troisième point, c'est l'environnement. Alors, l'environnement, quelquefois, on a 2 cas de figure. On a le cas de figure où le site est déjà choisi, vous savez où vous souhaitez installer cette aire de jeu. Et puis, le deuxième cas de figure, c'est on hésite entre un ou plusieurs sites. Et là, il convient d'apporter une étude un peu plus générale et on est à votre disposition. On a des outils, que vous soyez une collectivité, une commune, et on analyse où sont disposées les écoles, où sont disposées les aires de jeu déjà existantes, où sont les densités de population, où vous souhaitez augmenter l'attractivité de la ville, de la commune, du village, etc., etc. Et on vous aide dans cette réflexion. Vous pouvez également avoir une réflexion en tant que promoteur immobilier ou centre commercial, où sont les flux de clients, comment on aimerait les canaliser, ou alors une hôtellerie de plein air, une base de loisirs, où généralement ce sont les centres de profit qui cherchent à augmenter leur attractivité, que ce soit le bar, les restaurants, etc. Donc, on vous accompagne dans cette réflexion, et cette réflexion, vous devez l'avoir, puisque un positionnement d'une aire de jeu non réfléchie risque d'avoir une utilisation plus faible que par rapport au potentiel ludique réel de l'aire de jeu. Après, aussi dans l'environnement, et c'est tout le schéma qui apparaît à votre écran, il faut réfléchir sur la lumière, savoir que il y a des zones, prévoir des zones ombragées, surtout si on se trouve dans des comme à La Réunion, dans des endroits où le soleil peut vraiment être fort. Il faut regarder ce qui est d'autres exemples comme la flore qui est disponible. Est-ce qu'on n'a pas des plantes urticantes ou des plantes dont les fruits pourraient être une tentation à l'ingestion auprès des plus jeunes enfants et risquer de nuire à leur santé, etc. Est-ce qu'il y a une route à proximité avec un passage de voitures fréquentes? Est-ce qu'il y a un point d'eau, une rivière, etc. Donc, l'environnement, c'est le troisième point important à avoir bien en tête dans sa réflexion avant de s'engager sur la mise en place d'une aire de jeu. Le quatrième point, c'est
L'esthétisme, la thématique. Est-ce que je souhaite apporter une thématique particulière à mon aire de jeu et est-ce que j'ai des souhaits bien particuliers par rapport à l'esthétisme? Alors l'esthétisme, ça peut commencer par les matériaux qu'on choisit. Est-ce qu'on veut une essence de bois? Si oui, laquelle? Puisqu'on a plusieurs essences de bois disponibles. Est-ce qu'on préfère quelque chose de métallique avec des matériaux composites? Et puis, est-ce qu'on veut apporter une thématique particulière telle que un bateau à la plage, un château fort ou un palace de princesse à proximité d'un vrai château, ou au contraire, est-ce qu'on veut laisser les enfants choisir eux-mêmes quelle thématique ils veulent apporter à leur aire de jeu, à leur structure de jeu, et un coup, ça pourra très bien être un château fort, le lendemain, un galion ou un bateau pirate, et pourquoi pas même une caserne de pompiers, et des fois, c'est même tout en même temps. Donc là, dans la réflexion, on a nos yeux d'adultes, on a la façon dont nous, on souhaite mettre en place l'aire de jeu et on souhaite savoir à quoi elle va ressembler. Et on vous conseillera malgré tout d'enlever ces filtres de yeux d'adulte et de retrouver vos yeux d'enfant. Et on vous conseillera, par exemple, c'est quand on regarde les héros des enfants ou la façon dont ils aiment se déguiser, ils aiment les couleurs primaires, vives, contrastées. Et quand ils passent devant une aire de jeu qui offre des couleurs primaires, vives et contrastées, ils ne se posent même pas la question, est-ce que c'est quelque chose qui m'est destiné? Ils ont envie d'aller voir ce que c'est et ils ont envie d'en profiter. Donc, l'esthétisme et la thématique est un point à ne pas négliger dans sa réflexion sur la mise en place d'une aire de jeu. Le cinquième point, c'est le développement. En fait, quand on met en place une aire de jeu, il faut que celle-ci puisse apporter quelque chose, aider l'enfant à se développer. Bien sûr, ces phases de développement vont dépendre de la tranche d'âge de l'enfant, mais malgré tout, quelle que soit la tranche d'âge, on retrouve 4 grandes catégories de compétences qu'il convient d'avoir en tête pour aider l'enfant dans son développement, dans son épanouissement. La première des compétences à travailler, ou à avoir en tête en tout cas, c'est la compétence physique. On est dans une société de plus en plus sédentarisée où les enfants ont de moins en moins d'opportunités de se dépenser, de se défouler et mettre sur l'aire de jeu, en tout cas, avoir dans sa réflexion, mettre en place des endroits, des façons de construire où les enfants puissent se dépenser et travailler la motricité dynamique, savoir les membres supérieurs, inférieurs, grimper, glisser, etc. C'est un des premiers points de développement à bien avoir en tête. Ensuite, les compétences socio-émotionnelles. Là aussi, la tendance va vers des relations au travers de l'écran, que ce soit la télévision, l'ordinateur, la tablette, voire même le téléphone portable ou la console de jeu. Après l'école, le dernier endroit où les enfants peuvent échanger entre eux, peuvent échanger avec des enfants qu'ils ne connaissent pas avant d'aller jouer, et qui proviennent pas forcément du même milieu qu'eux, les aidera plus tard dans leur vie d'adulte à être un peu plus ouverts, un peu plus tolérants et à éviter certains types de conflits. Donc, prévoir dans l'aire de jeu des endroits où les enfants pourront échanger, où les enfants pourront parler avec l'autre ou inventer des histoires en interaction avec un autre enfant, c'est très important. Quatrième compétence de développement, ça va être les compétences cognitives. On entend par compétences cognitives, c'est faire en sorte que l'aire de jeu apporte des pistes de réflexion à l'enfant, quel que soit, bien sûr, adapté à son âge, mais par exemple rajouter des petits panneaux ludiques, des rapports de cause à effet. C'est-à-dire que l'enfant, par son action, se rend compte que il va y avoir un impact sur l'aire de jeu et que je fais quelque chose et ça change la configuration de l'aire de jeu. Et ça m'apporte une réflexion et souvent, on le voit, surtout pour les plus petits, il va y avoir un aspect assez répétitif par rapport à ça pour vérifier et comprendre que chaque action a des conséquences. Et le dernier aspect, dans le cadre du développement, ça va être les compétences créatives. C'est-à-dire que les enfants puissent s'inventer des histoires. Je prends un exemple tout simple. Vous mettez une tour, un petit escalier, une glissière. Une fois que l'enfant est monté 5 à 10 fois, il s'ennuie. Il faut qu'il puisse s'inventer une histoire autour de cette tour et rajouter, par exemple, ne serait-ce qu'une simple petite paire de jumelles adaptée, bien évidemment, en haut de cette tour. Ça va lui permettre de s'inventer des histoires
seules ou au contraire avec d'autres enfants, et ces jumelles vont pouvoir être à la fois en haut d'une vigie d'un bateau, et cette tour va se transformer, ou alors en haut d'un château fort ou d'un palace de princesse, et aider les enfants dans leur créativité et dans leur aspect culturel et émotionnel. Donc, le 5e point à avoir bien en tête, c'est est-ce que cette aire de jeu va permettre aux enfants de se développer, de s'épanouir, et si oui, est-ce que je respecte bien chacune des 4 grandes catégories de compétences que je souhaite voir apporter aux enfants. Le 6e point, c'est le sol amortissant. Alors, le sol amortissant, vous le savez ou vous le savez peut-être pas, je vais aller assez rapidement. En fonction des hauteurs de chute, on est obligé de mettre en place un sol amortissant. C'est la norme EN 77 qui détermine tout ça. Et on a 2 grandes catégories de sols. Les sols synthétiques, tels que ce que vous voyez à l'écran, qui peuvent être des grains de PDM mélangés avec de la résine, etc. Enfin bref, ou du gazon synthétique. Et une autre grande catégorie de sol peut être un sol fluent, que ce soit du sable, du gravier enroulé, du copeau ou de l'écorce de bois. Et souvent, le sol amortissant est vu comme une contrainte, puisque c'est une obligation. Et dans la réflexion, il faut, en tout cas, c'est ce qu'on va vous conseiller chez Compan, il faut faire de cette contrainte un atout. Et quand on parle d'un sol synthétique, tel qu'on peut le voir en haut de l'écran, on n'est pas obligé de faire un monochrome vite fait à la fin de sa réflexion. On peut se dire, tiens, comment améliorer la ludicité de notre aire de jeu en rajoutant par exemple un cheminement. Mais on peut également avoir des formes toutes faites de fleurs, d'animaux, que ce soit en 2D, voire même en 3D. Et donc là aussi, on développe la motricité de l'enfant. Donc cette notion de sol amortissant n'est pas négligée, à négliger et n'est pas négligeable. De la même manière, les sols fluents tels que le sable, mais aussi le gravillon, l'écorce, je l'ai dit tout à l'heure, quand on a fait ce choix de sol amortissant, en rajoutant quelques accessoires assez simples sur les structures de jeu, voire même en utilisant des structures de jeu spécialement dédiées à des sols fluents, on enrichit énormément l'apport de l'enfant, on enrichit énormément les possibilités ludiques qui s'offrent à l'enfant, et tant en termes de jeu de rôle, de créativité que de motricité fine. Et une nouvelle fois, ce sol amortissant va enrichir l'aire de jeu, va enrichir le développement de l'enfant. Et donc, c'est un point important à avoir dans sa réflexion avant de mettre en place une aire de jeu, en tout cas pour faire en sorte que cette aire de jeu soit optimale. Le 7e point, c'est un point qui nous tient particulièrement à cœur chez Compan, c'est de faire en sorte que chaque aire de jeu puisse être inclusive. Par inclusive, j'entends une aire de jeu destinée à tous les enfants, et notamment aux enfants souffrant de handicap et aux enfants souffrant de tout type de handicap. Alors, le handicap qui vient le plus facilement à l'esprit, quand on parle de handicap, ça va être le handicap physique, le handicap moteur, où souvent le pictogramme va être représenté par un fauteuil roulant. Mais il y a tout type de handicap. Au-delà du handicap physique, on a du handicap cognitif, des enfants dont le développement va pas être en adéquation avec leur tranche d'âge, ou des enfants dont le développement va être en parallèle de leur tranche d'âge, comme des enfants souffrant de troubles envahissants du développement pardon, ou d'autisme. Et ces enfants, il faut également, ce type de handicap, il faut également l'avoir à l'esprit quand on cherche à faire une aire de jeu inclusive. Mais on a aussi des handicaps de type sensoriel, que ce soit des difficultés visuelles, voire des cécités complètes de la vue, mais aussi des problèmes d'oreille interne, de troubles de l'équilibre ou des cécités auditives. Et l'intérêt est double. L'intérêt est double parce que souvent on trouve bien, et c'est normal et c'est bien sûr naturel, de faire en sorte que les enfants handicapés ne se sentent pas exclus et qu'ils aient toute leur place sur une aire de jeu traditionnelle. Mais en plus, ça apporte aussi aux enfants qui ne souffrent pas de handicap. On a tous déjà eu l'occasion de voir les regards appuyés et gênants que des petits-enfants peuvent avoir vis-à-vis de personnes dont le handicap est visible. Et en fait, c'est symptomatique du fait qu'ils n'ont pas l'habitude de voir le handicap, et donc derrière, ça les interroge, et en permettant à ces enfants ne souffrant pas des handicaps de jouer régulièrement avec des enfants qui, eux,
en souffrent, ça leur permettra plus tard, dans leur vie d'adulte, d'augmenter leur empathie, leur tolérance, leur ouverture, leur compréhension vis-à-vis des personnes qui souffrent de handicap, et ça permettra d'aider au développement de tous. Donc après, on a des réalités commerciales, on sait faire des rampes d'accès, enfin des adaptations très visuelles sur nos aires de jeu, mais vraiment, chez Compan, on reste militant d'une réflexion autour de l'aire de jeu inclusive, c'est-à-dire pas une aire de jeu spécialement destinée aux enfants souffrant de handicap, mais une aire de jeu dans laquelle tous les enfants peuvent s'épanouir en même temps et en jouant ensemble. Donc, dans la réflexion, encore une fois, le fait de pouvoir proposer une aire de jeu idéale, permettra à tous les enfants de jouer ensemble, quelle que soit leur souffrance personnelle. Le 8e point, c'est l'impact sur l'environnement. Nous sommes tous des citoyens, chacun de nos actes a un impact sur l'environnement et les aires de jeu n'en font pas exception. Et là, il y a des points ou des questions simples à aborder, puisque aucune société viendra vous dire non, ce qui m'intéresse, l'écologie, je m'en moque, ce qui m'intéresse, c'est de faire du bénéfice. Bien sûr, chaque société aura un petit argumentaire sur l'écologie. Il y a des choses ou des faits qu'il convient de regarder. Un, ça va être les labels, que ce soit le label ISO 14001 ou le label FSC, etc., etc. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les labels, mais il y a des indicateurs indépendants et neutres qui vous permettent de savoir l'impact écologique de l'entreprise sur l'environnement. Le deuxième point, c'est le type de matériaux utilisés. Est-ce que les matériaux sont recyclables? Est-ce que certains des matériaux n'ont pas déjà été recyclés? Et ça aussi, c'est quelque chose c'est un indicateur important. Et le troisième point, ce sont les garanties. Là, c'est quelque chose de contractuel. C'est un engagement pris par la société et des aires de jeu qui seraient garanties à vie, par exemple, telles que les plaques en polyéthylène que Compan utilise, ça vous permettra de vous assurer d'un, la solidité et deux, la pérennité dans le temps de votre aire de jeu. Le 9e point, ce sont les délais. Alors, d'expérience, mes collègues et moi, on voit régulièrement des projets qui sont en réflexion ou en recherche de budget pendant plusieurs mois, voire des fois plusieurs années. Et puis, on se rend compte que la rentrée des classes, c'est le 1er septembre, que le début de la saison en cas d'une hôtellerie de plein air, ça va être le 1er avril, que Monsieur le maire a promis l'inauguration le 2 juin parce que c'est la fête du village, que le centre commercial va ouvrir ses portes le 15 novembre prochain. Et là, du coup, il nous reste quelques semaines et on doit aller assez vite dans la réflexion et dans la mise en place, alors qu'on avait largement le temps d'anticiper. Donc, je vous rassure, on a des capacités d'adaptation, on a des variables d'ajustement dans les délais. Cependant, il faut bien avoir conscience qu'une fabrication sérieuse et solide, ça demande du temps, qu'une mise en place rigoureuse et pérenne, ça demande du temps, qu'on est soumis à des contraintes météorologiques, notamment au niveau des sols, si on choisit des sols synthétiques, et que tout ça, ça prend du temps. Donc, le maître mot là-dessus, c'est de prendre conscience qu'une réflexion, si on veut qu'elle soit optimale, il faut lui laisser un petit peu de temps, faire des allers-retours, et donc anticiper par rapport à l'aire de jeu, et n'hésitez pas à nous solliciter le plus tôt possible pour qu'on commence la réflexion avec vous. Et le 10e point, alors, c'est le budget. Le 10e point, c'est un point un petit peu tabou, souvent, qui nécessite un jeu de dupes, puisqu'on n'aime pas trop donner son budget pour garder une marge de négociation. Après, on est dans un environnement concurrentiel, que ce soit pour les acteurs publics avec le code des marchés publics ou des opérateurs privés qui souvent mettent en concurrence. Annoncer un budget ou annoncer en tout cas une fourchette ou une enveloppe budgétaire, ça nous permet de pouvoir savoir dans quelle situation on se retrouve. Par exemple, ce que vous voyez à votre écran, c'est
une installation, en tout cas une réflexion d'une aire de jeu optimale, qui quelquefois peuvent être mis en place, comme ici à La Réunion, justement, un centre Décathlon qui nous a fait confiance pour avoir une aire de jeu et une réflexion assez large. Mais nous avons conscience, et au quotidien, tous les budgets ne permettent pas de réaliser des aires de jeu de cette amplitude. Et pour chaque budget, il faut savoir qu'on a une solution à mettre en face. Donc, nous indiquer, j'ai tel budget, je ne mettrai pas un centime de plus, et j'ai tel besoin, telle contrainte, on commence la réflexion ensemble. Là, ça nous permet, nous, de trouver une solution optimale et d'éviter de partir dans tous les sens et d'éviter de vous faire perdre du temps dans votre réflexion. Mais sachez que quel que soit le budget, on va avoir une solution ludique à mettre en place. Donc voilà pour les 10 points à bien avoir en tête dans sa réflexion. Alors maintenant, Compan. Pourquoi Compan a été créé en 1970? Compan était la première société structurée dans le domaine des aires de jeu. Et pourquoi Compan reste leader aujourd'hui en France et dans le monde? Deux mots. Un, l'enfant. L'enfant a toujours été au cœur des réflexions dans la réalisation de nos structures de jeu. Et deux, l'innovation. Et vous verrez, cet exemple est assez marquant. Le premier jeu sur ressort et le jeu sur ressort le plus vendu dans le monde aujourd'hui, c'est le fameux coq farceur. Alors, il a été souvent imité, mais jamais égalé. Je pourrais vous faire un webinaire entier pour vous expliquer pourquoi, par son esthétisme, par son ergonomie, par les brevets posés sur le coq farceur, il reste la référence dans le domaine des aires de jeu. Mais sachez que depuis, au-delà du jeu sur ressort, Compan n'a cessé d'innover. La gamme Corocord en est un exemple autre. C'est un filet de grimpe, mais qui offre une non-redondance dans la grimpe, qui offre une grande capacité d'accueil, qui offre des garanties énormes en termes de solidité et qui maximise vraiment la ludicité d'un site et qui fait toujours référence en la matière. On a également inventé la gamme Galaxy il y a quelques années. C'est une gamme spécialement destinée aux ados et pré-ados qui, eux, ne veulent pas jouer avec des petits, qui, eux, ne veulent pas jouer sur la même aire de jeu sur laquelle ils jouaient quand ils avaient 6 ans et qui ont besoin, en plus, qui sont dans le vu, dans le être vu et qui vont avoir besoin de se dépenser et d'avoir des zones d'échange pour jouer, mais aussi pour discuter. Et la gamme Galaxy a été récompensée par de nombreux prix de par son côté innovant. On a également, par exemple, la gamme de blocs d'escalade. L'escalade est super riche, offre vraiment beaucoup de possibilités d'épanouissement, notamment sur les capacités physiques, sur la motricité dynamique. De par sa configuration, Blox offre des dévers, mais ne dépasse jamais 3 mètres de hauteur de chute, ce qui fait que mettre un Blox ne nécessite pas ni de personnel encadrant, ni même de harnais de sécurité, et ça peut être laissé en libre accès, offrir une capacité de grimpe sans avoir les contraintes liées au mur d'escalade traditionnel. La Smart Playground ou l'aire de jeu connectée. Là aussi, on est parti des contes d'Hans Christian Andersen, danois comme Compan, et on a créé une structure de jeu avec 2 façades différentes, 2 façades qui racontent des histoires différentes. Et cerise sur le gâteau, vous avez un système de code QR qui permet de télécharger une application et qui permet au personnel encadrant, à la maman, au papa, à la nounou, d'échanger avec l'enfant et d'enrichir encore plus la structure de jeu par des jeux interactifs, par des échanges avec. Et ça également, c'est une des innovations Compan pour lesquelles on a été assez récompensé un peu partout dans le monde. Au-delà de la technologie, on repasse à l'aspect naturel. Notre gamme Robinia, qui utilise du bois de robinier, qui a la particularité de ne pas pousser droit et qui offre pour un produit manufacturé, solide, respectant toutes les normes en vigueur, un aspect artisanal, un aspect Robinson Crusoe qui offre un esthétisme qui plaît à la fois aux enfants mais également aux adultes et qui permet dans un espace particulièrement naturel
ou on le voit même dans des espaces urbains, de faire un oasis et esthétique et ludique. Et chaque aire de jeu va être unique, chaque référence de jeu va être unique, puisque encore une fois, la manufacture des poteaux et des découpes fait que chaque poteau aura son originalité. Les aires de jeu, ça ne s'adresse pas uniquement aux enfants, mais on réalise des aires de jeu pour adultes, pour créer des sociétés actives. Depuis plusieurs années, Compan développe au sein de l'Institut du jeu des éléments de jeu ludo-sportifs. C'est-à-dire qu'on veut en faire en sorte que les adultes s'amusent, mais qu'en même temps, ils puissent se dépenser. Alors, vous le voyez un petit peu sur l'écran, on rajoute des pictogrammes sur la façon d'utiliser et d'optimiser ces structures de jeu. Mais en plus, là aussi, en termes d'innovation, Compan a rajouté un code QR qui permet gratuitement de télécharger une application et de se faire aider dans la pratique et dans l'utilisation des jeux par un coach virtuel. Et là, en fonction de son âge, de sa catégorie, du temps disponible, du programme souhaité, est-ce que je veux faire du cardio, est-ce que je veux faire du renforcement musculaire, est-ce que je veux faire des étirements parce que je souffre de douleurs du dos, etc., etc., on va vous permettre d'avoir des programmes adaptés. Et puis, au-delà de toutes ces innovations, au-delà de toutes ces références, on a une promesse chez Compan, et cette promesse, c'est de jouer à la manière Compan. Cette promesse est basée sur 3 points. Le premier point, c'est ce qu'on appelle l'effet waouh. C'est qu'on veut, et nous sommes aujourd'hui fiers de chacune de nos réalisations, et on veut qu'en passant devant une réalisation Compan, il y ait cet effet waouh, il y ait cette attractivité, il y ait l'envie d'aller sur l'espace et de jouer avec. Donc ça, l'effet waouh, c'est le premier point de notre promesse. Une fois qu'on a été attiré par cette aire de jeu, le deuxième point de notre promesse, c'est qu'on ait envie d'y rester plus longtemps et qu'on a envie d'y retourner. Donc, d'augmenter l'attractivité de l'aire de jeu par tout un ensemble d'éléments qui vont permettre aux enfants de s'épanouir. Et le troisième point, en parlant d'épanouissement, c'est quitte à faire une aire de jeu sur laquelle les enfants s'amusent, on veut les aider dans leur développement. Dans leur développement, je l'ai abordé tout à l'heure, c'était le point numéro 5, que ce soit sur les aptitudes physiques, que ce soit sur les aptitudes socio-émotionnelles, que ce soit sur les aptitudes cognitives ou voire même créatives, l'aire de jeu dans notre promesse doit permettre aux enfants de se développer. Alors pour ce faire, on a la plus large gamme du marché, quel que soit votre besoin et votre envie et vos contraintes, on a une solution à mettre en face, quelle que soit la tranche d'âge, quels que soient les matériaux, quel que soit l'espace, quel que soit le budget, quel que soit l'environnement, etc., etc. Et si d'aventure nos milliers de références au catalogue ne vous donnaient pas satisfaction, on a un bureau d'études professionnel qui nous permettent soit d'adapter des références déjà existantes, soit même de partir d'une feuille blanche, et il nous arrive très régulièrement de construire des aires de jeu, de les personnaliser et de les rendre uniques. Maintenant, let's play, jouons. Nous sommes à votre disposition. Compan France, c'est plus d'une 60aine de salariés, de compagnons, comme on aime à s'appeler, et une vingtaine de collaborateurs et de conseillers un peu partout en province. Et on se tient vraiment à votre disposition pour échanger sur vos projets et pour vous aider à réaliser le projet idéal. Alors, si mon chronomètre est exact, j'ai à peu près respecté le temps imparti pour la présentation. Je vais maintenant regarder un petit peu les questions et commentaires que vous avez pu me poser. Et je vois une question de Martine qui est de Normandie, dans le Calvados, et qui me dit qu'elle a vu une aire de jeu de 2 à 12 ans. Qu'en pensez-vous? Une structure de jeu de 2 à 12 ans dans un catalogue, qu'en pensez-vous? Alors, écoutez, je vais faire simple et diplomate. Je trouve que c'est malin. Commercialement, c'est très malin d'indiquer une tranche d'âge de 2-12 ans sur son aire de jeu, puisque pour un non-initié, pour un novice, pour quelqu'un qui veut aller vite, a priori, 2-12 ans en comparaison avec une structure sur laquelle il va y avoir écrit 2-8 ans, on va dire c'est mieux, puisque les enfants peuvent de façon plus large jouer sur cette structure de jeu.
D'un point de vue professionnel, la réflexion ou le côté malin s'arrête là, puisque pour qui a eu ou a dans son entourage des enfants, ou a même la possibilité de voir évoluer des enfants, un petit bout de chou de 2 ans qui vient depuis quelques mois à peine de trouver l'équilibre sur ses jambes, qui ne maîtrise pas encore correctement le langage, n'a pas les mêmes besoins, n'a pas les mêmes sources d'épanouissement qu'un préado de 11 ans et demi, 12 ans, qui lui va être un peu plus turbulent. Donc, au pire, on va frustrer soit les petits, soit les plus grands. Et souvent, c'est un peu les deux en même temps. Et dans la réflexion, vraiment, on vous encouragera chez Compan à scinder à minima un espace destiné aux moins de 6 ans et un espace destiné aux plus de 6 ans. Là aussi, une aire de jeu, c'est un investissement significatif. C'est dommage de mettre une aire de jeu et de ne pas avoir la réflexion sur le côté adéquat de l'aire de jeu et qu'au final, elle soit mal utilisée ou pas épanouissante ou que les enfants, au bout de 2 descentes de toboggan, ils s'y ennuient pour ceux qui ont réussi à y grimper. Voilà, donc Martine, j'espère avoir répondu à votre question sur le sujet. Alors, je regarde un deuxième commentaire, oui. Alors, Alice, en région parisienne, me demande le gazon. Ah oui, vous parliez des hauteurs de chute. Qu'en est-il du gazon naturel? Alors, le gazon naturel, selon la norme, peut faire office de sol amortissant, jusqu'à 1 mètre de hauteur de chute. Alors ça, c'est la norme, et effectivement, il nous arrive et on voit des structures de jeu qui sont posées directement sur du gazon. Après, d'expérience, et notre rôle de conseil, on vous déconseillera vraiment de laisser le gazon en sol amortissant, parce que une fois, surtout si l'aire de jeu est très utilisée, et on fait en sorte qu'elle le soit, sinon c'est dommage, quand l'aire de jeu va être trop utilisée, le gazon va être piétiné. Ensuite, sur les périodes de forte pluie ou les périodes de sécheresse, le gazon va subir des érosions ou des piétinements, et au bout d'un moment, vous n'avez plus de gazon, vous avez soit de la terre battue, soit de la boue, et finalement, l'aire de jeu ne va plus être aux normes, ne plus offrir de sol amortissant. Alors, oui, la norme permet de mettre du gazon au sol amortissant, mais attention de soit prévoir vraiment un entretien régulier, soit une solution alternative, puisque à terme, dans le long terme, même dans le moyen terme, le gazon ne durera pas longtemps. Voilà, donc Alice, j'espère avoir répondu à votre question. Et pareil, je vois de nombreux commentaires, quelques questions autres. Je vais encore en traiter une troisième pour respecter un peu le timing, mais on apportera des réponses à chacune de vos interrogations, soit par mail, soit par téléphone très prochainement. Et en même temps, si ma réponse actuelle ne vous donnait pas satisfaction, ou si vous aviez encore des précisions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mes coordonnées vont s'afficher à la fin, ou même par écrit. Je tâcherai d'y répondre. Alors, on a Emmanuel de la région de Montpellier qui me demande, ouais, vous aviez indiqué la norme ISO 14001, à quoi correspond-elle? Alors, ISO 14001, c'est une norme qui vérifie, au travers de contrôles, au travers de diagnostics, que l'entreprise a conscience de l'impact qu'elle va avoir sur son environnement. Alors, sur l'environnement dans le sens large, puisqu'on a l'environnement tel que on l'entend au sens écologique du terme, mais on a aussi l'environnement sociétal, et ça peut être à la fois donc minimiser les déchets, à la fois utiliser des matériaux recyclables, utiliser encore mieux des matériaux recyclés. Est-ce que quel est le bilan carbone de la société? Est-ce que par exemple on utilise des véhicules hybrides, tel que c'est le cas chez Compan, etc., etc. Et en même temps, est-ce que il y a le bien-être des salariés, le bien-être des compagnons est pris en compte, et ça fait partie de la norme ISO 14001 qui mesure tout un ensemble de critères et qui vous certifie, quand vous travaillez avec une entreprise ISO 14001, qu'elle est
à la fois correctement organisée, mais en plus, au-delà, qu'elle mesure et qu'elle a conscience que elle a une responsabilité sociétale, tant par l'utilisation des matériaux que par le comportement vis-à-vis de ses collaborateurs. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère avoir répondu également sur cette question. Alors, je vois que le temps file et donc je vais maintenant une nouvelle fois écoutez, vous remercier pour votre écoute, vous remercier pour votre participation. Et puis, écoutez, n'hésitez plus. Chez Compan, moi-même et mes collègues, nous sommes pleins d'enthousiasme, pleins de passion. Contactez-nous et nous ferons en sorte d'échanger ensemble, de déterminer vos besoins et de vous apporter la meilleure solution pour avoir une aire de jeu idéale. N'hésitez plus. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie pour votre attention, un bon week-end et à très bientôt. Au revoir.